Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Léa reçoit au micro des gynécos Louise Jacot-Thierry, interne en 9e semestre de gynécologie obstétrique à Rennes. Elle est également interne en médecine légale et c'est sur ce parcours peu commun que nous allons l'interviewer aujourd'hui. Bonjour, aujourd'hui on se rencontre pour parler de ton cursus. Tu es interne de gynéco-obstétrique et interne de médecine légale. Est-ce que tout d'abord tu peux nous parler un petit peu de comment tu es devenue interne et de médecine légale et de gynéco-obstétrique? Bonjour Léa, déjà merci de m'avoir invitée dans votre super podcast. Pour ce qui est de la gynécologie obstétrique, j'ai en fait toujours voulu travailler auprès des femmes. Depuis toute petite, moi je me disais que j'avais envie de faire naître les bébés. Du coup, je me suis orientée vers médecine pour faire de la gynécologie ou être sage-femme. Les questions de santé affective, de santé sexuelle, de santé reproductive, vraiment de santé des femmes, me plaisaient beaucoup. Et l'alliance entre une rigueur scientifique et une pratique très technique alliée à un subtil mélange d'humanité et de prise en charge humaine et globale, ça m'a aussi attirée. Du coup, j'ai fait mon externat à Rouen et j'ai eu la chance de pouvoir choisir la gynécologie obstétrique à l'internat. Au cours de ma première année d'internat, ça a été un coup de cœur immédiat pour la spécialité, mais ça a été une année extrêmement intense et les gardes, les semaines de 60-80 heures, la difficulté aussi du métier avec son lot de stress, rapport aussi à la mort, etc. Ça m'a vraiment impacté de plein fouet et j'ai ressenti le besoin de faire une pause ou en tout cas de prendre du recul. J'ai douté de ma vocation à ce moment-là. Et du coup, j'ai opté pour faire un hors filière en médecine générale. Je suis tombée un peu par hasard dans une unité hospitalière à destination des hommes et des femmes incarcérés, donc qui est l'UHSI, Unité hospitalière sécurisée interrégionale. Et donc, j'ai réalisé un semestre au sein de cette unité qui dépend en fait du service de médecine légale. À cette occasion-là, j'ai assisté aux cours de médecine légale, au staff de médecine légale, et j'ai découvert cette spécialité que je connaissais pas du tout avant et qui est la spécialité qui est en charge de rendre compte de la réalité et de la gravité des conséquences des violences sur les citoyens. Et donc, découvrir cette spécialité de la violence, de la victimologie, ça m'a tout de suite plu et j'ai tout de suite fait un lien avec la gynécologie, avec la santé de la femme, notamment avec la libération de la parole des femmes quant aux violences qu'elles subissent de par leur condition de femme, donc violences sexuelles et sexistes. Et je me suis rendu compte du manque de prise en charge dédiée à ces femmes victimes de violences sexuelles et sexistes. Et ça m'a donné envie de reprendre la gynécologie parce que c'est ce qui me plaisait vraiment et de rencontrer, de faire se rencontrer la gynécologie et la médecine légale tout de suite résonner avec aussi mes convictions militantes féministes. Et ce cocktail a fait que je me suis lancée de nouveau dans l'internat de gynécologie. Et je suis devenue interne de gynécologie et de médecine légale. Et du coup, comment tu as pu intégrer un cursus de médecine légale? Comment ça s'est fait? Est-ce que ça a été facile? Alors, j'ai la chance d'être tombée juste avant la réforme, donc je suis la dernière année de l'ancienne réforme. Et du coup, la spécialité de la médecine légale, c'est un DESC, un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Donc, ça a été très facile de m'inscrire dans ce DESC. Alors maintenant, je sais que c'est une FST et qu'il y a des différences que je ne maîtrise pas totalement. Mais pour moi, ça a été facile, oui. En quoi ça consistait, cette formation? Donc la formation, c'est en fait 2 stages, 2 semestres à faire en médecine légale. Moi, j'en avais déjà fait un premier donc, dans cette unité hospitalière pour les
personnes incarcérées. Et puis un deuxième stage que j'ai fait au sein du service de médecine légale, qui consiste à la pratique de la médecine légale du vivant, recevoir les victimes qui ont déposé plainte pour rédiger des certificats médicaux de coups et blessures, mais également faire des autopsies, des levées de corps, des examens médicaux des personnes gardées à vue. Donc j'ai découvert toute la diversité de cette spécialité et tous ces aspects. Il y a des cours théoriques, beaucoup aussi, pendant 1 an que j'ai étalé sur 2 ans, avec un examen de droit et un mémoire et un oral validant la théorie. Par la suite, il faudra que je fasse 1 an d'assistanat en médecine légale pour finir de boucler mon DESC. D'accord. Et donc derrière la fin de ton internat, tu te destines à te spécialiser en médecine légale et gynéco-obstétrique, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment allier les deux spécialités au service des femmes, et notamment dans un champ de la spécialité gynécologique et médecine légale, qui est la prise en charge des femmes qui sont victimes de violences. Actuellement, au centre hospitalo-universitaire de Rennes, on est en train de créer une maison des femmes, qui est un service destiné aux femmes victimes de violences. Et donc, j'aimerais travailler dans une structure comme ça et de mettre cette double expertise au service de ces femmes. Super intéressant. Et j'imagine que même là, dans ta pratique de la gynéco-obstétrique, ça a peut-être changé un petit peu ta vision de certaines choses. Tout à fait. Donc, je pense que une fois qu'on a conscience de la fréquence de ces violences, du nombre de femmes qui sont victimes de ces violences, des conséquences de ces violences sur la santé des femmes et notamment sur leur santé gynécologique et sur la grossesse. Quand on sait que la grossesse est souvent le premier révélateur des violences conjugales, on entrevoit au cours des consultations beaucoup plus de liens finalement entre les symptômes ou ce que peuvent nous dire les femmes, entre ces symptômes-là et des violences qu'elles peuvent vivre ou avoir vécues. D'autre part, aussi le fait de poser la question systématiquement, parce qu'au cours de ces études-là, j'ai acquis la conviction que le dépistage systématique, c'était vraiment une des clés de la prise en charge de ces femmes-là. Donc le fait de poser systématiquement la question aux femmes, est-ce que vous avez vécu ou est-ce que vous vivez encore des violences, fait que je découvre énormément de patientes qui en sont victimes et ça leur permet d'exprimer leur vécu et d'avoir accès à une prise en charge. Et globalement, je dirais aussi que ça apporte une vision plus globale des patientes, même celles qui ne sont pas victimes de violences, que d'avoir cette approche-là. Super, c'est vraiment intéressant. Et est-ce que toi, tu as apporté à l'univers de la médecine légale des choses que eux ne soupçonnaient pas forcément? Je dirais que dans certains examens, et notamment certains examens après des viols, pour tout ce qui est de l'examen de l'hymen ou alors les examens de patientes excisées, quand j'étais dans le service, ils faisaient facilement recours à moi et à l'œil de gynécologie, même si eux sont tout à fait formés, bien sûr, et experts en la matière, mais parfois c'est complémentaire de croiser les regards. Et puis plus globalement, c'est en lien avec le service de médecine légale que on travaille à structurer la prise en charge des femmes victimes de violences et à créer cette unité de soins dédiée au CHU. Donc on travaille main dans la main et avec la complémentarité des compétences, tout à fait. Est-ce que tu peux nous préciser et nous expliquer un petit peu plus ce qu'est une maison des femmes? Alors, une maison des femmes, c'est une structure attachée à un hôpital qui regroupe un centre IVG et planification, une unité de prise en charge des femmes victimes de mutilations sexuelles féminines et une unité de prise en charge coordonnée des femmes victimes de violences. La première maison des femmes à avoir été construite, c'est à Saint-Denis, c'est la maison mère par le docteur Rada Hatem en 2016. Et puis, petit à petit, partout en France, il y a eu des volontés de s'inspirer de ce modèle-là, de le dupliquer pour offrir aux femmes la possibilité d'être prises en charge. Donc, l'idée, c'est une structure centrée sur les femmes victimes de violences et de mettre au même endroit, dans un même lieu, tous les acteurs qui vont pouvoir œuvrer à sa prise en charge, que ce soit des acteurs du médical, donc médecins légistes, gynécologues, médecins généralistes, du psychologique,
psychologues, sexologues par exemple, du domaine du légal, donc des avocats, des juristes, de l'aide administrative, mais aussi faciliter le dépôt de plainte avec des permanences de dépôt de plainte par la police ou la gendarmerie. Évidemment, des travailleurs du monde du social, assistantes sociaux, conseillères conjugales et familiales, travailleurs sociaux, mais aussi des artistes, des sportifs, pour faire des activités de développement de l'estime de soi, pour renforcer la capacité d'autonomisation de ces femmes-là. Donc, cette unité de lieu et de temps dans la prise en charge, avec une prise en charge globale par tous ces acteurs, c'est le maître mot de ces maisons des femmes qui se déploient en France et qu'on est en train de développer à Rennes au CHU, en lien avec la SFAD, une association qui a un accueil de jour pour les femmes victimes de violences, et puis aidée par la mairie aussi. Et Louise, tu as un master 2 en philosophie éthique. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et de ce qu'elle t'a apporté? Ces années à apprendre la science sociale, ça m'a vraiment apporté des clés pour problématiser ma pratique et des clés de compréhension aussi, à la fois sur le prendre soin de ce qui se passe au sein de la consultation, mais aussi sur le système de santé dans un sens plus large. Par exemple, un de mes sujets de prédilection sur le master 2 sciences politiques de la santé, ça a été le rapport entre le genre, les rapports hommes-femmes, et notamment la domination masculine et le soin. Et mon sujet, c'était une revue de la littérature de l'épistémologie féministe. Donc, c'est toutes les sciences sociales féministes, que ce soit de la philosophie féministe, de l'économie féministe, de la sociologie féministe, qui ont travaillé à réfléchir à la procréation médicalement assistée sous le prisme du genre. Et donc, plus spécifiquement, moi, je travaillais sur une technique qui va être mise en place au CHU de Rennes, qui est la transplantation utérine. Voilà, ces questions, par exemple, de genre et de médecine, ça me donne une toute autre clé de lecture de ce qui se passe dans nos hôpitaux, par exemple. Merci beaucoup Louise, c'est vraiment très intéressant tous les horizons que tu as pu donner à ton parcours. Est-ce que tu as un mot à ajouter à cette interview? J'aurais envie de dire de ne jamais hésiter et voire de se l'approprier pour le faire de façon systématique, de poser la question aux femmes: est-ce que vous avez vécu des violences? Est-ce que vous êtes en situation de violence actuellement? Au même titre que l'on pose la question des antécédents médicaux, chirurgicaux, etc. Toujours, c'est difficile de poser cette question parce qu'on a peur de ne pas savoir quoi répondre. Mais finalement, la réponse, en quelques phrases, on peut accueillir la parole des patientes, notamment: je vous crois, il n'a pas le droit de faire ça. C'est courageux de m'en avoir parlé, je vous en remercie. Si vous avez besoin d'en parler, si vous avez besoin d'être prise en charge, vous pouvez venir, je suis prête à tout entendre. Et puis de réorienter les femmes en se construisant un petit réseau, en s'informant sur les associations autour de soi, éventuellement les maisons des femmes qui sont en train d'être construites un peu partout en France, mais aussi d'autres associations qui sont implantées dans les territoires, pour réorienter ces femmes-là, ou plus généralement vers le 39-19, mais de leur offrir cette possibilité de venir déposer dans un lieu de confiance et en sécurité les violences qu'elles subissent ou qu'elles ont subies, et de se rendre compte que finalement l'accès à une prise en charge est possible. C'est vraiment important d'avoir cette démarche-là. Donc j'aurais envie de pousser, de rassurer les internes en gynécologie qui peuvent écouter ce podcast-là, et de leur donner envie de poser cette question-là. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.